Bonjour Mamoudou Choubou. Bonjour. Alors, je suis très très heureux d'avoir cette conversation avec vous autour de votre film Fifiré, un pays Tchoubalo. Nous sommes à Roue. Roue interroge les pratiques artistiques en lien avec la société, les imaginaires en tout genre, on dirait. Ma première question est toute simple, c'est d'où est venue l'idée de ce film? L'idée de faire Fifiré en pays Tchoubalo est peut-être venue de mon enfance. Parce que je suis née à Dakar, mais ensuite j'ai vécu à Tamba, puis à Kolda avant de revenir à Dakar. Et je n'ai pas connu, disons, la terre natale de mes parents qui est Matam avant un âge un peu avancé, disons. Quand je suis allée pour la première fois, je pense que j'étais en première au lycée. Et donc, quand on était avec mon père entre Tamba, Kolda ou à Dakar, lui avait quand même cherché à garder un peu un lien avec ses racines. Et ce lien, il l'avait à travers les chansons de Gelay Alifal. Gelay Alifal, c'est un chanteur de Pékan qui est une sorte de poésie slamée sur le fleuve, sur les pêcheurs Tchoubalo, qui raconte un peu des histoires de pêcheurs, de grands pêcheurs Tchoubalo qui ont réalisé des exploits sur le fleuve. Ces exploits, il les raconte de façon poétique et peut-être un peu teintée de légendes et de mythes. Et donc mon père écoutait ces chansons tout le temps. Donc c'est ça qui m'a un peu fait amener à m'intéresser à cette culture. Parce que quand mon père les écoutait, ma mère me racontait en fait les histoires qui étaient chantées. Parce que c'est un foulard peut-être auquel moi je n'avais pas accès. Et donc ma mère me racontait toutes ces histoires. Et j'ai grandi avec ces histoires. Quand les autres entendaient Blanche-Neige ou quelqu'un d'autre, moi on me racontait les histoires de Hamé Biramoud Kone, on me racontait Mariette, on me racontait toutes ces personnes-là. Et donc en grandissant, j'avais envie de retrouver en fait ces personnages-là. Quand je suis allée à Matam, je m'attendais à les retrouver sur place parce qu'on me disait que c'était le pays où ces gens-là habitaient. Donc quand j'arrive à Matam, la première chose que je fais, bien sûr, dans mon quartier de Soubalo, c'est de chercher ces gens-là, ces héros pour lesquels je m'étais forgé une image. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? À la place de ces héros, je me suis retrouvée, disons, dans un quartier très défavorisé. Soubalo, à l'origine, c'est le premier village, c'est le premier site de Matam. Le fondateur de Matam, quand il est arrivé, Matam s'est développé autour de Soubalo d'abord, avant que les autres quartiers ne naissent. Et donc ce point de départ aujourd'hui est devenu le quartier des pêcheurs. Et c'est un quartier où la plupart des maisons sont en banco, où en fait les gens vivent de la pêche, de l'agriculture, peut-être qu'ils n'arrivent même pas à avoir les 3 repas dans la journée. Je ne retrouvais pas en fait la grandeur qu'on m'avait chantée. Je ne l'avais pas retrouvée parmi toute cette population-là. Et quand j'ai décidé de faire le film, j'ai cherché en fait, je me suis remise en question, j'ai questionné ce que je voyais et je me suis rendu compte que peut-être qu'il n'y avait pas tous ces grands héros, mais qu'ils avaient d'autres habits en fait, des habits du quotidien, qu'ils étaient dans le quartier, qu'ils étaient dans mon quartier, mais qu'ils avaient d'autres habits. Ce n'étaient plus des grands pêcheurs, ce n'étaient plus des gens qui chassaient le crocodile ou l'hippopotame, mais il y avait quand même parmi toute cette population des gens qui avaient encore ces valeurs, qui vivaient encore avec les valeurs de ces grands héros. Est-ce que vous êtes en train de dire que la réalité que vous avez trouvée sur place vous a poussé à réorienter un peu l'axe dans lequel vous vouliez faire votre film, le cadre dans lequel vous vouliez le faire?
Peut-être un peu, parce que je voulais raconter un peu ma frustration. Le film, au départ, c'était ça, raconter comment j'étais frustrée de ne pas retrouver tous ces héros-là dans mon quotidien. Mais en regardant, en conversant avec Gris, parce que le personnage principal, Gris Aboubakar Diaw, c'est, disons, quelqu'un que j'ai rencontré dans le quartier. Avec le temps, on a tissé des relations amicales, très amicales même. Et il a commencé en fait à me raconter sa vie à lui. Comment il allait quand il va au club, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se déroule la pêche, pourquoi il a tous ces problèmes. Et donc, ça m'a un peu amené à changer, en fait, à changer ma façon de voir, à me dire que peut-être ce ne sont pas. Lui, en fait, était un héros du quotidien. Quand il va au fleuve, c'est avec sa petite pêche qu'il nourrit sa famille. Il se bat sur tous les fronts. Et comme les héros d'avant, lui aussi a son savoir traditionnel qu'il utilise. Parce que Gris, c'est quelqu'un, dans tout le quartier, on dit que c'est quelqu'un, quand il va au fleuve, il ramène du poisson. Et c'est un des rares pêcheurs en fait, du quartier. Parce que tous les pêcheurs qu'il y avait dans le quartier ont changé en fait, de métier. Il y en a qui se sont consacrés uniquement à l'agriculture, d'autres sont allés vers autre chose. Mais lui et Amadou sont pratiquement les rares pêcheurs, les gens qui chaque matin vont au fleuve. Ils conservent encore ce lien qu'ils ont avec le fleuve parce qu'ils ont su sauvegarder leur savoir traditionnel qui leur permet au moment d'aller au fleuve de dire leurs incantations, de retrouver des poissons, même si ils ne peuvent plus faire les pêches, les grandes pêches d'avant. Comment, en tant que originaire de cette région et cinéaste, on voyage dans cet univers-là, cet univers chanté. Comment est-ce qu'on voyage? Quelles précautions? Quelle est la démarche? Quelles précautions on prend pour pouvoir essayer de se restituer tout ce qu'on a eu comme histoire chantée, récit, et comment on fait? Dans quel état d'esprit on s'installe pour y aller? Quelles précautions on prend? Si précautions on prend. Déjà, je pense que le fait d'être membre de la communauté, ça m'a facilité beaucoup de choses. Parce que quand je filme le quartier, je suis quand même dans ma famille. Même si on n'a pas des liens de parenté au premier degré, c'est quand même tout le quartier, c'est ma famille. Parce que nos familles ont vécu ensemble depuis des années. Et donc, ça a un peu facilité la démarche que je faisais. Donc, avant d'aller faire le film, je me suis d'abord approchée du chef. Parce que c'est une communauté de Tchoubalo, mais il y a quand même un chef. Et le chef, c'est un peu la personne la plus savante, disons. Et avoir l'onction de ce chef m'a permis d'ouvrir en fait d'autres portes. C'est parce que j'ai pu parler au Dialkabe. Malheureusement, il est décédé avant que je me fasse le film. Mais il m'avait déjà donné l'autorisation. Parce que nous sommes dans une société où tout ce qu'on doit faire, il faut avoir l'autorisation des anciens. Que ce soit pour aller au fleuve ou pour faire autre chose. La notion de yamire, ça veut dire être autorisé à faire, est très important. Et c'est ça, en fait, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et j'ai aussi bénéficié en fait du soutien de ma famille qui avait. J'ai un cousin par exemple qui intervient dans le film. Lui, il était déjà dans cette démarche de recherche et de documentation en fait des traditions tchoubalo. Il avait déjà discuté avec beaucoup de vieux qui connaissaient un peu les secrets des tchoubalo. Et c'est en fait lui qui m'a aussi aidé à ouvrir certaines portes. Parce que les Tchoubalos sont très conservateurs. Et il y a certaines choses, c'est clair qu'ils ne le diront pas. Quand on voit certaines personnes dire des incantations dans le film,
c'est parce que c'est des incantations dont ils n'ont pas besoin. Ils ne vont jamais dire quelque chose qu'ils utilisent dans leur travail, par exemple gris. C'est sûr que les incantations qu'ils récitent dans le film, c'est parce qu'ils ne les utilisent pas au fleuve. Parce qu'il dit que dès que ces incantations sont entendues par les autres, ils n'ont plus d'efficacité. Donc le savoir et les secrets d'abord, c'est des secrets bien gardés, bien préservés. C'est ce qui fait qu'avant d'y accéder, il y a des conditions que l'on pose. Par exemple, Gris te dit que moi, avant d'avoir mes connaissances, j'ai dû travailler pour mon oncle. J'ai dû faire des travaux très très lourds. J'ai dû couper du bois, j'ai dû l'aider à construire sa maison, à cultiver son champ. C'est ça qui donne en fait la légitimité d'accéder à ce savoir-là. Et moi, peut-être les temps ont un peu changé, je n'ai pas travaillé, mais j'ai réussi à tisser des liens avec toutes ces personnes-là. Et d'autres m'ont ouvert des portes. Et c'est un peu ça qui m'a aidé à faire le film sans avoir trop de problèmes. Parce que aussi, c'est vrai que j'ai aussi bénéficié parce que moi je viens d'ailleurs en fait. Je suis de la région, mais je viens d'ailleurs. Et il y a ce regard que l'on porte sur la personne qui vient d'ailleurs. L'étranger qui vient fouiller dans nos affaires. Voilà. Qui vient en fait pour connaître sa tradition surtout. Et ça, les gens, quand ils voient ça, ils ont envie de s'ouvrir, ils ont envie de partager aussi cette tradition. Parce que quand on arrive pour filmer aussi, on leur explique qu'on leur vient aussi, parce qu'on a envie de s'approprier cette culture-là, on a envie d'être en fait le maillon pour la transmission, parce que je sais que ma situation, elle est celle de beaucoup d'autres personnes qui sont nées loin de cette région, qui ont envie de connaître en fait cette histoire, mais qui ne peuvent pas y avoir accès. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Matam plusieurs fois, de connaître tout ça, mais beaucoup de fils de Matam et de filles de Matam n'ont pas eu cette chance. Et ce film est un peu le message en fait que les autres aussi, que les vieux veulent aussi le transmettre. On va aborder après la question du rapport avec cette tradition, ces récits, parce que le contexte a changé. Aujourd'hui, on n'a pas peut-être le même rapport, on ne le dit pas de la même manière. Mais avant ça, est-ce que le fait que ce soit du cinéma, comment ils peuvent être enclins à raconter l'histoire tant que ce n'est pas filmé, tant que c'est écrit, mais le fait qu'il y ait la caméra, qu'il y ait ces images-là, ça a dû peut-être jouer, je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cela? Comment est-ce qu'ils ont reçu le fait que ça soit filmé, qu'on les entende, qu'on les voit déclamer ces incantations? En fait, c'est toujours cette idée d'avoir la bonne clé pour ouvrir les portes. Parce qu'avant de faire le film, ça m'a pris quand même une bonne dizaine d'années peut-être. J'ai commencé à développer le projet en 2009 et il s'est fait peut-être 8 ans plus tard. J'ai tenté plusieurs fois de tourner et à chaque fois, il y avait justement ce problème-là. Au dernier moment, les gens changent d'avis. Je ne veux plus être filmé. On ne peut pas toujours trouver une façon de contourner ça. Mais le fait d'avoir l'autorisation des anciens surtout, je pense que c'est ça qui m'a en fait ouvert les portes. Parce que le vieux que je filme, le vieux Bahamou, celui qui se bat avec les crocodiles, lui, je le rencontrais pendant de nombreuses années. On se croisait, on se saluait, mais on n'avait jamais parlé. Et je ne savais pas en fait qui il était. Je le voyais et je me disais, parce que lui aussi, tous les jours, il va au fleuve. Je le voyais toujours aller au fleuve et je ne le connaissais pas, mais je me disais toujours, ce vieux, il ressemble quand même un peu au Dialkabé dont on me parle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le fréquenter. Le fait que lui accepte de me parler, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine autorité dans le quartier, parce que c'est un savant, qui peut faire ce qu'il veut, comme il dit, il peut aller où il veut, il peut faire ce qu'il veut sur le fleuve, et que personne n'aura le courage de l'affronter,
parce qu'il sait qu'il est beaucoup plus savant et que tous les coups qui lui seront portés, il peut les rendre encore plus. Donc le fait d'avoir l'autorisation, l'onction de ce Dieu-là aussi, ça m'a un peu aidé à accéder à certaines choses. Parce que Bahamon, c'est pas quand même n'importe quel pécheur. Il pratique en fait une sorte de divination qui est en voie de disparition, qui est en train de disparaître, parce que les jeunes ne connaissent même pas cette technique-là. Le fait d'avoir une calebasse remplie d'eau, de mettre des choses, tu agites, tu regardes et puis tu vois exactement quelle sera ta pêche demain. Quand tu iras demain au fleuve, tu vas trouver ça, tel poisson, tu vas rencontrer un crocodile, et pour tuer ce crocodile-là, il faudra que tu fasses ceci, cela. Il y a très peu d'anciens en fait qui maîtrisent encore cet art divinatoire. Et lui, il en fait partie. Donc, ce n'est pas n'importe quel pêcheur. Tout le monde le connaît, tout le monde sait quelles sont ses aptitudes et ses capacités. Et je pense que c'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pu filmer, aller un peu au village de mes cousins, et tout ça a aidé à faire le film. On va aborder après la question de la transmission, mais quel est aujourd'hui le rapport qu'on a avec tout cet univers, tout cet imaginaire-là, qui était plutôt dans un contexte où on est dans une région où la religion musulmane est très présente. D'ailleurs, c'est par cette région que l'islam est entré dans ce pays. Donc l'islam, à cette époque-là, l'islam n'était pas aussi présent, aussi ancré dans les imaginaires qu'il l'est aujourd'hui. Quel est le rapport avec comment est-ce qu'on essaie de maintenir ces récits, cette tradition-là, dans un contexte mystico-religieux qui a changé? En fait, je pense que si les traditions de pêche déclinent quelque part, c'est aussi à cause de la religion. Parce que certaines pratiques que les gens faisaient avant ne vont absolument pas avec l'islam. L'art divinatoire, déjà, c'est quelque chose d'interdit par l'islam. Alors qu'un pêcheur qui va au fleuve, il faut d'abord qu'il négocie avec les génies. Et ça, même les incantations qu'on utilise, je ne pense pas que ce soit très religieux. Leurs origines remontent à un peu plus longtemps, bien avant l'arrivée de l'islam. Et donc, c'est pas un hasard en fait que à Matam, au quartier Soubalo, c'est le quartier des pêcheurs. Là maintenant, il y a un grand marabout qui s'est installé dans le quartier. Et le quartier est dans chaque maison du quartier pratiquement, il y a des talibés. Il y a des talibés qui apprennent le Coran. Tout le monde a son chapelet. Tout le monde, systématiquement le vendredi, pratiquement tout le quartier, hommes et femmes, ils sont tous chez le marabout. Donc tout ça là en fait agit sur les traditions parce que quand on te dit que pour obtenir par exemple une telle pêche, tu dois rester 3 jours sans prier, c'est sûr que la personne qui est tellement ancrée dans la religion musulmane, elle préfère la laisser ça. Il y a peut-être encore certains vieux qui sont dans ces traditions-là, par exemple, il prie peut-être, mais lui, il a conscience en fait qu'il a encore du chemin à faire dans la religion. Et il sait qu'il ne peut pas faire ce chemin-là tant qu'il va au fleuve. Tant qu'il sera un pêcheur, tant qu'il utilisera ses incantations, il ne pourra pas être l'excellent musulman qu'on attend qu'il soit. Et donc, il y a toujours cette confrontation, parce que c'est une confrontation. On ne peut pas être à la fois pêcheur et bon musulman. Et dans le temps, on te disait que quand un pêcheur jette son filet et commence à prier, de toute façon, pour prier, ils ne faisaient même pas les ablutions, alors qu'ils sont sur le fleuve. Même quand ils sont sur le fleuve, ils ne font pas les ablutions. Ils font juste je ne sais pas comment on appelle ça. Et dès qu'il y a un poisson qui bouge dans l'eau, ils s'arrêtent systématiquement la prière.
C'est dire comment ces anciens pécheurs-là considéraient la religion. Ils sont musulmans, ils restent musulmans, mais il y a toute cette tradition, tous ces savoirs traditionnels qui en fait dominent un peu dans leur vie. Et justement, comment maintenant transmettre tout cet imaginaire, ce savoir-là dans un contexte où il y a des pratiques qui ne vont pas avec la religion, qui sont contraires à la pratique religieuse. Comment transmettre ça? Je pense que c'est ça un peu le problème qui fait que la transmission elle ne se fait pratiquement pas. Les jeunes ne veulent pas être comment on appelle ça, des animistes. Les jeunes ne veulent pas être des animistes. Ils sont imprégnés par une culture musulmane. Ils vont à la mosquée, ils croient en Dieu, ils font leur chapelet. Quand tu vois à côté des traditions païennes, parce que c'est quand même, il y a un peu de paganisme là-dedans, parce que, par exemple, pour avoir une bonne pêche, il y a des sacrifices à faire. Il faut aller au fleuve, il faut mettre du lait caillé, il faut faire ce genre de libation. Cela est admis comme du paganisme en fait. Ce n'est pas ça la religion. Et donc, c'est ce qui fait que les jeunes ont de moins en moins envie d'apprendre toutes ces pratiques-là. Peut-être ils vont apprendre quelques incantations. Par exemple, une des traditions, c'est que quand on a un os dans la gorge, qu'on puisse réciter des incantations qui fassent passer l'os. Ça, c'est positif. Ça, pratiquement, mais même les petits-enfants, on leur apprend pour qu'ils puissent le faire. Maintenant, il y a une autre pratique qui est de placer l'os dans la gorge de son ennemi. Par exemple, quelqu'un qui te manque de respect, tout de suite, tu récites quelque chose et il a un os dans la gorge, même s'il n'est pas en train de manger, même s'il est en train de boire de l'eau, c'est possible. Et là, il souffre. Ça, c'est quelque chose que l'islam n'accepte pas. Et donc, les vieux qui maintenant sont un peu plus près de Dieu, qui sont dans la religion, ils n'acceptent plus d'enseigner ce genre de choses aux jeunes. Et je pense que si les jeunes aussi l'apprenaient, peut-être, voilà, ce serait un peu des confrontations. Donc, c'est ce genre de pratique-là. Parce qu'avant, les Tchoubalos, ils se faisaient la guerre constamment. C'était toujours la guerre. Je suis plus savant que toi, tu ne peux pas traverser la rue devant moi, tu fais un truc qui ne me plaît pas, je te montre que je suis plus savant. Et ça, on te donne des maux de ventre, des maux de tête, c'est comme ça qu'ils se battaient en fait. Ou bien je t'empêche d'avoir du poisson. Tu vas au fleuve, tu passes la journée, tu n'auras aucun poisson parce que j'aurai tout fermé pour toi. Mais tout ça, les gens se rendent compte que ça a des implications. C'est du, je sais pas comment on appelle ça, c'est un péché en fait. C'est un peu ça transforme les gens en charlatans. En fait. Voilà, c'est assimilé à ça, et c'est ce qui fait qu'avec l'arrivée de l'islam, les gens ont de moins en moins tendance à utiliser ce genre d'armes. Déjà, on ne les enseigne pas aux jeunes, parce qu'on dit qu'ils sont fougueux et ils vont de toute façon les utiliser. Donc, Gris me dit toujours, si tu enseignes à quelqu'un une arme, s'il l'utilise, en fait, c'est toi le responsable. Ça va être ta faute à toi parce que tu as pris le risque de l'enseigner à quelqu'un qui n'a pas en fait les armes morales qui pourraient lui éviter de l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Donc c'est devenu, disons, une barrière avec l'islam, avec le temps moderne, comme ça, le monde qui est devenu un peu plus moderne, les gens aspirent à autre chose en fait. Ils n'ont plus le temps de se battre juste pour la gloire en fait. Une dernière question, c'est comment vous sentez-vous après avoir fait ce film? Est-ce que vous vous êtes réconcilié avec quelque chose, avec un imaginaire? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une connaissance de vous que vous n'aviez pas? Vous avez voulu retrouver à travers ce film-là?
Ce film, en fait, m'a un peu fait prendre conscience du rôle que nous, les femmes, pouvions jouer dans ce monde-là, dans le fleuve, autour de ces pratiques. Parce que les femmes, dans notre zone, je veux dire, parce qu'ailleurs il y a des femmes savantes, mais chez nous, on dit que les femmes ne doivent pas accéder à la connaissance. Quand tu enseignes à une femme le savoir familial, quand elle va se marier, elle amène ce savoir-là dans la famille de son mari. Et c'est une perte pour toute la famille parce que le fondement justement de la société Tubalo, c'est que la famille la plus savante, c'est elle qui règne. Et donc, quand on enseigne à une femme, elle va aller enrichir une autre famille. Et pourtant, dans les légendes locales, ce sont les femmes en fait qui ont, disons, ensemencé le fleuve. Parce que le lamentin, c'était une femme à l'origine. C'était une femme peule qui, pour ne pas se faire surprendre nue par sa belle famille, a demandé à Dieu de la transformer en lamentin. Elle est entrée dans le fleuve et les lamantins ont essaimé dans le fleuve. À un moment, il y en avait même tellement qu'on a commencé à les tuer. Et avec le temps, c'est devenu une espèce protégée, tellement on en tué que ça a failli disparaître. Ensuite, on en a fait une espèce protégée. Et cette idée que les femmes ont pu réensemencer le fleuve, c'est cette idée-là que je voulais un peu réintroduire à travers l'élevage de poissons. Parce que c'est vrai que le fleuve n'a plus beaucoup de poissons, les poissons ont un peu disparu, mais il y a une autre façon de ramener le fleuve. Et cette autre façon, je voulais que ça passe par les femmes, qu'elles perpétuent en fait le sacrifice qu'elles avaient déjà fait avec les lamantins. Et c'est un peu. Après, bon, mon producteur parle d'écoféminisme, mais au moment où je faisais le film, je n'avais pas du tout une conscience aussi. Voilà. Moi, je voulais juste montrer aux gens qu'il était possible en fait de vivre à nouveau du fleuve avec les poissons. Et je pense que vraiment les femmes peuvent apporter le changement parce que déjà, elles ont une posture dans la société en ce moment. Ce sont les femmes qui travaillent. Le quartier où je suis, je pense qu'ils ne me démentiront pas, ce sont les femmes qui travaillent le plus. Elles cultivent les champs, elles cultivent des jardins, elles vont au marché. Elles sont tout le temps sur le bord du fleuve, il n'y a que des femmes. Elles sont tout le temps en train de travailler, de laver, de faire tout. Les jardins aussi, c'est elles arrosent l'après-midi avec mais des conditions assez compliquées parce que le fleuve c'est quand même un dénivelé comme ça et elles sont en train de grimper les rives avec des seaux, des baignoires sur la tête remplie d'eau. Toute cette énergie-là, je pense qu'il est nécessaire de la convertir, d'en faire quelque chose de nouveau qui permette en fait à la société de prendre confiance que les femmes peuvent changer la situation, qu'elles peuvent ramener la prospérité et tout ce qui va avec. Qu'on leur donne en fait un peu plus de puissance, qu'on puisse les écouter un peu mieux. Je pense que c'est une très belle conclusion à cette conversation-là. Merci beaucoup, Mamoudi, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.